lithiase urinaire, c'est l'autre nom des calculs rénaux. Oui. Et vous dites que c'est très fréquent. Alors ça concerne 10% de la population. Avec un taux de rechute assez important d'ailleurs. 50% de risque de rechute à 5 ans s'il n'y a pas de prise en charge diététique. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé, bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Nous allons parler d'alimentation thérapeutique ce matin. Je reçois Sandra Gressard, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes diététicienne nutritionniste et vous avez une compétence très spécifique puisque vous êtes spécialisée en néphrologie. Vous n'êtes pas très nombreux, hein ? Non, on est très peu en effet. Donc en néphrologie, on prend en charge les patients qui sont en insuffisance rénale chronique, en dialyse et aussi les patients qui ont des lithiases, des calculs urinaires. On appelle ça la maladie lithiasique, c'est ça ? Oui, tout à fait, maladie lithiasique. Calcul urinaire, lithiase, ce sont des synonymes. Bon, il y a plein de mots qu'on va expliquer ce matin. Vous avez élaboré 2 applications nutritionnelles gratuites. Gratuites, oui. Je tiens à le dire, parce que en général, c'est pas le cas. Une qui s'appelle Rimbaud. Rimbaud URP Kiné, oui. Oui, je me suis arrêté à Rimbaud. Rimbaud, jeu de mots. Jeu de mots. URP Kiné, ça veut dire quoi ? Votre rein heureux. Ah oui. Pour être dans la positive attitude. D'accord. C'est pas facile ça. Non, c'est pas facile. Pour s'en souvenir. Et une pour les diabétiques, diabète gourmand. Oui. Donc ce sont 2 applications nutritionnelles mobiles et gratuites. Une pour les patients diabétiques et l'autre pour... les patients insuffisants rénaux chroniques, dialysés, non dialysés et aussi pour les patients lithiasiques. Donc ça fait les 3 profils de patients. Et vous avez lancé également Emma Nutrition, Consulte. Donc là, c'est une plateforme de téléconseil diététique où le patient justement peut prendre rendez-vous en direct avec une diète spécialisée dans la pathologie chronique, notamment rénale. Et donc voilà, on téléconsulte dans le monde entier parce qu'il y a peu de diètes spécialisées dans cette thématique-là. À noter que vous êtes à Montpellier. Je suis basée à Montpellier. Vous êtes à Montpellier, donc voilà. Donc, rapprochez-vous de votre micro ou tirez votre micro vers vous, comme ça on vous entendra mieux. Alors. Votre leitmotiv, c'est garder le plaisir des papilles et prendre soin de sa santé en prévention et en curation. Oui. Vous êtes convaincu qu'une approche diététique éducationnelle et motivationnelle modifie positivement les habitudes alimentaires des patients au bénéfice de leur santé ? Oui. C'est-à-dire en fait qu'il faut réussir à motiver le patient sur du long terme pour acquérir justement ces nouveaux objectifs durablement. Et ça, c'est du coaching. J'ai fait une formation sur l'entretien motivationnel qui permet justement d'avoir les clés pour motiver son patient en fonction des freins qu'il rencontre pour justement l'amener à atteindre l'objectif au quotidien. Et surtout l'ancrer dans la durée. Ça, c'est encore une autre paire de manches parce que quand on parle d'habitudes alimentaire, c'est culturel, c'est ancré au niveau familial depuis des années et c'est très difficile de s'en défaire en effet. Vous vous êtes orienté vers la diététique par amour de la bonne cuisine qui se transmet de génération en génération dans votre famille. Oui, mon papy donc était boulanger, artisan boulanger. Ma grand-mère et ma maman cuisinent énormément, donc c'est vrai que cette appétence pour la cuisine, les grandes tablées, on est issu d'une grande famille, donc c'est vrai que voilà, la bonne table, le plaisir des papilles, ça fait vraiment partie de ma vie. Vos parents, au cours du temps, ont mis moins de sel dans le pain ? Moins de sel dans le pain, oui, tout à fait. Non, mais c'est un vrai souci, ça. C'est un vrai sujet, tout à fait, oui. Pas de salière sur la table, mais avec justement des épices, des aromates, des condiments pour rehausser le goût des plats. Permet justement de garder la notion de plaisir. Et vous publiez Bye Bye Calculs Rénaux, le guide alimentaire indispensable pour préserver vos reins chez Thierry Soucard, avec 50 recettes anti-calculs rénaux. Oui. Donc c'est vraiment des recettes qui mettent en avant une alimentation qui soit gourmande, facile. Il y a plusieurs items qui sont détaillés, les apports caloriques en protéines, lipides, glucides, on a aussi les apports en calcium, l'indice PRAL, l'indice en fait d'acidité et d'alcalinité, on y reviendra. Mais oui, donc des recettes qui sont gourmandes avec un énorme menu qui les met justement en pratique pour des personnes qui ont peut-être des fois un peu plus de temps pour cuisiner, des fois un peu moins de temps. C'est des codes couleurs, bon voilà. Des codes couleurs en fonction des familles d'aliments. Bon, vous êtes un peu avant-gardiste en termes de cuisine parfois. Hein. C'est vrai ? Ouais. Vous trouvez ? Oui. Par rapport à quelle recette ? Il y a pas mal de recettes qui demandent un certain apprentissage. C'est vrai ? Vous avez testé ? Ah ben non, mais au niveau des goûts, là, moi déjà...
au niveau des goûts. Alors c'est vrai qu'on a mis en pratique des recettes plus faciles et un peu plus élaborées pour la personne qui a un peu plus de temps pour cuisiner ou qui a un peu plus de facilité. Et des recettes beaucoup plus basiques, c'est-à-dire on est pressé, on rentre le soir, on veut vraiment avoir un petit menu qui soit équilibré, facile ou un peu plus de temps, avec un peu plus de difficultés. Voilà. Pour ceux qui manquent d'imagination, vous en avez pour eux. Alors nous allons parler de la lithiase urinaire ce matin. C'est l'autre nom des calculs rénaux. Oui. Et vous dites que c'est très fréquent. Alors ça concerne 10% de la population. Donc c'est assez fréquent. C'est un peu plus fréquent chez les hommes que chez les femmes, même si c'est un petit peu, la tendance est un petit peu en train de changer. Mais donc oui, 10% de la population qui est concernée. Par les calculs rénaux, avec un taux de rechute assez important d'ailleurs. 50% de risque de rechute à 5 ans s'il n'y a pas de prise en charge diététique. Vous dites que les mauvaises habitudes alimentaires et le fait de boire insuffisamment sont la cause de 60% des calculs rénaux. Oui, parce que justement, l'hydratation est vraiment le facteur décisif sur le premier épisode et les récidives de calcul. Qu'est-ce qu'il faut boire pour une hydratation optimale ? Alors c'est vrai que l'eau de boisson va être un petit peu, on va dire, préconisée en fonction de sa charge en calcium. Par exemple, une personne qui va manger assez de produits dans la journée, donc assez de portions de calcium, on va préconiser une eau qui va être, admettons, environ 100 mg de calcium par litre. Parce que les gens, ils ne savent pas du tout à quoi ça correspond. Ils ne savent pas du tout. Donc c'est pour ça qu'il faut lire les étiquettes nutritionnelles et opter pour des eaux qui soient donc riches en calcium, mais assez modérément pour ces patients qui en consomment. Et les patients qui ne consomment pas, ils sont véganes, ils sont intolérants au lactose ou pour des préférences alimentaires par exemple, et on opte pour des eaux qui sont plus riches en calcium, 200, 300 mg de calcium par litre, qui permettent justement d'avoir un apport calibré en calcium sur la journée. On y reviendra, c'est très important. Dans le cas des lithiases. Pourquoi le calcium alors en fait ? Expliquez-nous. Alors le calcium, si on n'en mange pas assez, par exemple, le calcium en fait chélate l'oxalate au niveau de la lumière intestinale et permet justement de relarguer l'oxalate dans les selles. Si vous ne consommez pas de calcium dans votre alimentation, l'oxalate va être absorbé au niveau sanguin et va en fait parcourir en fait des trajets qu'il n'aurait pas dû parcourir et se retrouver en fait dans les urines, pour faire simple. Donc le calcium, il est là vraiment pour chélater l'oxalate, mais aussi si on ne mange pas assez de calcium, les os vont en pâtir parce que le calcium permet justement la rigidité osseuse. Et si on ne mange pas assez de calcium, c'est les os justement qui vont se décalcifier pour fournir les besoins en calcium de l'organisme. Si on mange trop de calcium, par exemple, on peut aussi pisser du calcium si on en mange trop. Donc si pisser du calcium. Ouais, pisser du calcium. Non, c'est bien. Dans notre jargon un peu. Non, j'aime bien. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut avoir un apport calibré sur la journée. C'est pour ça qu'on travaille avec ça, sur ça avec nos patients. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. C'est des apports calibrés sur la journée. C'est pareil pour l'hydratation. Ça ne sert à rien de boire 2 litres d'un coup. Oui. Alors, en gros, comment il faut répartir la façon dont on boit ? Alors, généralement, c'est vraiment quelque chose qui doit être régulier. 1 à 2 verres toutes les 2 heures, admettons. Dès qu'on va uriner, dès qu'on va aux toilettes, on boit un verre d'eau. Dès que ça sort, il faut que ça rentre. Et aussi, on va dire, ce qu'il faut aussi, c'est diluer les urines nocturnes. Donc là, on rentre un peu plus dans oh non, mais j'ai pas envie de me lever, la nuit, je dors, et quand je me réveille, j'arrive pas à me rendormir. Et c'est contre-intuitif de boire la nuit en plus. Oui, mais sauf qu'en fait, ça permet de diluer les urines nocturnes qui ont justement tendance à être très concentrées et à, en fin de nuit, créer des calculs. Quand vous allez uriner la nuit, vous buvez un verre d'eau, vous diluez les urines nocturnes et vous permettez justement au réveil d'avoir des urines qui soient moins concentrées, moins odorantes. Ça, c'est vraiment un facteur très important. Ce qu'on appelle les urines concentrées, donc c'est quand elles sont plus jaunes en fait. Quand elles sont plus jaunes, tout à fait. Quand elles sont odorantes, quand elles tachent les mailles des toilettes, là, il faut se dire qu'on n'a pas, le matin, ça veut dire que la veille, on n'a pas assez bu. Donc boire la nuit aussi. Boire la nuit. Ça va pas nous aider, nous. Et nous les hommes. Ouais, je sais. Mais c'est vraiment... on fait des ateliers sur cette thématique-là pour justement motiver le patient à se lever la nuit, trouver des tactiles et techniques pour se rendormir. Mais vraiment, se lever la nuit et boire un verre d'eau, c'est très important. Bon, il faut retenir que la nuit est propice à la formation des calculs. Oui, en fin de nuit notamment. Bon, on va mettre un verre d'eau à côté de la table de nuit, c'est ça. Table de nuit, c'est ça. Ouais. Avoir toujours une petite bouteille d'eau avec soi pour justement stimuler la prise de boisson. Si jamais on fait des repas copieux, on arrive un petit peu dans l'hiver, les raclettes, les choses comme ça, il faut boire plus quand on a un repas qui est plus riche en gras, en lipides, etc. Alors, il faut boire quand ? Parce que vous savez, il y a ce fameux
On boit pendant qu'on mange, on boit entre les repas. Alors là, moi, je donne pas de conseils là-dessus. Je dis à mon patient, vous buvez quand vous en avez envie, surtout buvez. Peu importe le moment, buvez. Et aussi l'alcool. Oui. Et aussi l'alcool. Moi, je conseille à mon patient, vous buvez un verre d'alcool, vous buvez un verre d'eau. Parce que justement, l'alcool déshydrate. Et on lutte contre la déshydratation. Très, très important. Pareil, mon patient fait une activité physique, une activité sportive. Pesez-vous avant la pratique, après la pratique, vous voyez un petit peu le delta de ce que vous avez perdu. Du coup, c'est des liquides. Il faut le compenser, ça. Se réhydrater en conséquence par rapport à la pratique d'activité physique. Comment savoir si on urine suffisamment ? C'est quoi la bonne fréquence pour la bonne fréquence. Alors déjà, quand on a eu des calculs, qu'on souhaite ne plus jamais en avoir, c'est l'objectif, on a un objectif de 2 à 3 litres de diurèse. C'est-à-dire qu'il faut faire pipi 2 à 3 litres par jour. C'est-à-dire qu'il faut boire afin de faire environ 2 à 3 litres. Donc c'est boire plus. Donc boire plus, on est sur environ, voilà. L'objectif c'est 2,5 litres, 2 litres en fonction des personnes, en fonction de la température, en fonction de l'activité, en fonction de beaucoup de choses. Mais c'est vrai que l'objectif de la diurèse, c'est l'urine sur 24 heures, la diurèse. Donc je dirais, toutes les 2 heures, aller uriner, approximativement. Et puis des fois, on peut aussi se faire récolter ses urines sur 24 heures et voir un petit peu où on en est. Alors, dans votre livre, en annexe, on trouve une auto-évaluation du volume d'urine en 24 heures. Quel est l'objectif de faire cette collecte ? Alors, l'objectif, c'est vraiment de rendre acteur le patient. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit acteur de sa prise en charge et se rendre compte, justement, du volume qu'il crée par jour. Et s'il le codifie, s'il quantifie, s'il le note, il va se rendre compte par lui-même. Boire plus, oui. Mais un patient qui est vraiment acteur et note, comme quand on demande à un patient, faites-moi un recueil alimentaire sur 24 heures ou 48 heures avant de consultation, afin justement de voir ce qu'il a consommé. Le patient est déjà dans la consultation, il est dans une dynamique de changer ses habitudes, ce qui est important. Il y a un indicateur de ce qu'on appelle la densité urinaire. Oui, tout à fait. La densité urinaire, c'est vraiment la concentration des éléments au niveau de l'urine. Donc, quand cette concentration est trop importante, moi j'ai des patients qui arrivent des fois à 1030, alors que l'objectif, c'est 1012, 1015 max, on voit que le patient ne boit pas assez. Ou est-ce qu'il boit qu'à un moment bien précis de la journée, mais ce n'est pas homogène ? Donc, on se rend compte qu'il ne boit pas assez ou qu'il ne boit pas en fait, de façon régulière sur la journée. La densité urinaire, c'est très important. Et d'ailleurs, si le patient fait régulièrement des analyses urinaires, et qui fait bien les choses, il verra justement cette densité urinaire qui diminue. Et ça aussi, ça motive le patient à s'améliorer. Est-ce que vous savez lire une analyse d'urine ? Oui. Oui, vous ? Oui, non, justement. Oui. Vous, oui, mais c'est la question que je pose aux auditeurs. Et moi, c'est pour ça qu'on a mis en place des cas pratiques dans le livre. Parce que c'est difficile de lire son bilan, que ce soit sanguin ou urinaire, on n'a pas de formation. Donc, en fait, on a émaillé ce livre de cas pratiques, de cas patients avec des vrais bilans urinaires et sanguins. Quels sont les marqueurs auxquels on doit faire attention ? Alors, on a la diurèse, donc l'urine sur 24 heures. On a la densité urinaire. On a le pH urinaire, qui aussi nous permet de savoir si l'alimentation est plus ou moins acide au niveau du patient. On a aussi l'urée urinaire, qui est le témoin, qui est en fait le petit mouchard qui va nous permettre, nous, en tant que diète, de voir la consommation en protéines du patient sur la journée. Parce que les protéines, c'est pas bon pour les reins. Non, on va en parler. Et aussi le sodium urinaire, qui nous permet d'avoir la consommation en sel du patient. Le sel, c'est pas bon pour les reins non plus. Non plus. C'est dur, hein. C'est dur, hein. C'est dur. On va remanger du chou. C'est ça. C'est ce que j'ai compris dans votre clip. Tout le monde me dit ça. Oh non, on a fait non, c'est vrai, une recette. Non. Il y a aussi du brocoli. Oui, voilà, il y a aussi du potimarron. Du potimarron. Alors, on parle des calculs rénaux avec mon invité ce matin, Sandra Gressard, qui est diététicienne, nutritionniste, avec cette compétence dont on parlait tout à l'heure, puisque vous êtes spécialisée, Sandra, en néphrologie. Vous publiez Bye Bye Calculs Rénaux, le guide alimentaire indispensable pour préserver vos reins chez Thierry Soucard. Et votre livre est top parce qu'on apprend beaucoup de choses sur un sujet qui est très peu documenté. Montrez-moi vos calculs rénaux, je vous dirai pourquoi vous les avez fabriqués, et c'est très sérieux, et surtout évitez les récidives. Alors, si vous avez la chance de récupérer votre calcul, ne le jetez pas. Pourquoi est-ce que c'est important de le montrer ? En fait, le calcul est vraiment... En fait, il contient l'histoire de la genèse du calcul. C'est vraiment une petite pépite d'information qui, analysée en laboratoire, nous permet justement de savoir pourquoi la personne a fait des calculs. Et si c'est d'origine nutritionnelle, c'est d'adapter une alimentation thérapeutique pour éviter la récidive.
Donc vous jetez pas vos calculs rénaux. On les jette. C'est plein d'ADN, d'informations. Tout à fait. Donc on peut en fait l'enlever, on peut le récolter en urinant avec un petit tamis. Bon, c'est pas très pratique, mais c'est efficace. Et pas très glamour non plus. Non, mais bon. L'essentiel est de le récupérer, c'est ça l'objectif. Et après, si le calcul est un peu moins bien positionné, on peut l'enlever par endoscopie ou par chirurgie. Et donc, il faut vraiment après que récolter ce calcul qui a été retiré. Et l'analyser parce que c'est une mine d'information. Une mine d'information, tout à fait. Alors, il y a plusieurs types de calculs. Je les prononce mal. Donc c'est vous qui les collez, qui vous y collez. D'accord. Donc on a les calculs donc de Wee-Wellit, les calculs de Wedel-Lits, et donc c'est pour les calculs les plus fréquents d'acide urique aussi. Donc Wee-Wellit, c'est la composition la plus fréquente sur le territoire français, apprend-on dans votre livre, puisque c'est la moitié des calculs en gros. Tout à fait. Que les gens développent. Alors ce sont des calculs à base de quoi? Alors à base d'oxalate de calcium. Et donc c'est vrai qu'il y a souvent un conseil qui leur est donné en amont de la consultation chez la diététicienne. Ce sont des patients à qui on dit attention, mais ne mangez pas d'aliments trop riches en oxalate, alors que c'est pas spécialement la cause, et loin de là. C'est pas parce qu'on en mange qu'on en produit. Alors il faut pas non plus trop en manger, mais disons que les aliments qui en contiennent, on va être sur de l'oseille, de la rhubarbe, de la betterave. Ça va pas non plus être une alimentation des épinards. Non, c'est pas des choses qu'on mange tous les jours. En volume conséquent et de façon quotidienne, non. De façon quotidienne, non. Donc du coup, c'est vrai que là, on va réamorcer souvent pour ces patients-là une consommation de calcium, d'abord donc en produits laitiers ou d'abord en calcique de façon calibrée, comme on le disait. Ce sont des personnes qui ne mangent pas de produits laitiers et comme on le disait tout à l'heure, l'oxalate surtout de façon assez conséquente dans les urines parce qu'il n'est pas chélaté grâce au calcium. Après, on a une alimentation qui est aussi très acide, qui est souvent dépourvue de végétaux, de fruits et de légumes. Et ce sont quand même des aliments qui sont alcalinisants. On a souvent, lors de calcul d'oxalate de calcium, des pH urinaires qui sont très acides, donc en dessous de 6. En gros, on a des calculs d'origine donc alimentaire et des calculs qui sont d'origine digestive. Alors, ils sont d'origine alimentaire du fait de cette digestion et de cette absorption qui peut être justement modifiée de par notre alimentation. Et digestive? Et dans le sens où, par exemple, si on a une alimentation qui est très, très, très salée, le sel, trop de sel engendre en fait une augmentation d'excrétion de calcium dans les urines. Donc, en fait, ce que l'on mange engendre des conséquences donc, au niveau urinaire. Il y a une notion sur laquelle vous attirez notre attention, c'est la notion de concentration et débit. De quoi s'agit-il? Oui, alors par exemple, on va voir par exemple sur au niveau des apports en calcium, donc la calciurie. On peut avoir donc des phénomènes de débit et de concentration. Donc une personne qui va justement avoir une concentration qui va être de calcium qui va être liée par exemple à un instant T à une trop grosse consommation ou des produits laitiers, admettons, qui vont être mal répartis sur la journée. Donc l'unité va être différente en fonction de si on a l'information sur la concentration en calcium ou sur si c'est de débit. Donc ce sont des informations qui sont complémentaires que l'on couple pour essayer justement un petit peu de rechercher pourquoi on a une hypercalciurie chez cette personne-là. Quand vous parlez de produits laitiers, le fromage est compris dedans? Oui, les produits laitiers, les yaourts, fromage, petit suisse, fromage blanc, là ce sont des produits laitiers qui apportent cette source de calcium. Mais on a aussi d'autres sources de calcium. On a l'eau, on en parlait tout à l'heure. Et pour les personnes qui n'aiment pas les produits laitiers, on a aussi donc le carbonate de calcium, un demi-comprimé, permet d'apporter une portion de calcium, qui est équivalent à 150 mg. Donc on dit une portion de calcium, généralement c'est entre 150 et 200 mg. Et on demande de le calibrer sur la journée avec un apport au petit déjeuner, dîner, en évitant de cumuler 2 portions de calcium au cours du même repas, pour éviter en fait qu'il y ait un shoot de calcium et éviter peut-être de pisser du calcium. Donc on essaie de répartir ça de façon convenable sur la journée. Mais il arrive, voilà, c'est très simple, de mettre du gruyère sur ses pâtes, et ensuite de manger en fait un yaourt, un fromage blanc en dessert. Par exemple, le gruyère, c'est très riche en calcium. C'est quasiment le fromage le plus riche en calcium. Tout à fait. Les fromages à pâte dure sont très concentrés et concentrent du coup beaucoup plus de calcium qu'un fromage qui va être plus riche en eau, dont la densité sera moins importante. On ne peut pas comparer le fromage blanc avec le comté, par exemple, en termes d'apport de calcium. En termes d'apport de calcium. D'apport en calcium, voilà, ça n'a rien à voir. Oui, tout à fait. Le calcium est beaucoup plus concentré.
Alors après, d'autres familles de calculs, les Wedélite. Alors Wedélite, là, par exemple, on aura en fait des apports en calcium qui vont être très très importants pour ces patients-là. Mais c'est vrai qu'on peut avoir des patients qui peuvent jusqu'à consommer 2 ou 3 portions de produits laitiers par repas. Donc là, on a un apport en calcium qui est très 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 important et qui va être à l'origine justement de ce calcium présent dans les urines. Donc on a aussi souvent des pH urinaires qui sont acides, donc une alimentation qui est aussi acidifiant dans le sens où les personnes vont manger pas mal de protéines, donc d'aliments soit protéines animales ou végétales, on prend les deux en compte. On va avoir par exemple un patient qui va avoir une consommation importante de graisses saturées, une source importante de sucre rapide. Pareil, on va aussi en parler de l'activité physique, des patients qui sont aussi assez sédentaires, avec un IMC qui est au-dessus des recommandations, qui vont avoir un surpoids ou une obésité. Donc voilà, tout ça en fait concourt à avoir des calculs qui sont récidivants de ce type-là aussi. Dernière famille alors des calculs les plus courants, même s'il y en a d'autres, ce sont les calculs d'acide urique. Oui, d'acide urique. Donc ces patients-là, on revient aussi sur des patients qui ont souvent une alimentation qui est pareil, assez riche en graisse, très riche en sel, pareil en sucre, qui grignotent aussi sur la journée, qui ont des apports alimentaires de façon un petit peu anarchique, pareil, qui sont aussi assez sédentaires. Calcul d'acide urique, voilà, on a quand même des patients qui ont souvent un léger surpoids, voire une obésité, donc on essaie vraiment de les remettre à l'activité physique pour essayer d'atteindre un poids santé et qui sera justement un facteur en moins de calculs récidivants de ce type-là. Puis après il y a des calculs, donc ce que vous appelez les calculs de cystine, à confondre avec cystite. Oui, cystine. Donc cystine. Là, on rentre sur une population de patients qui est quand même très, très mineure, des calculs qui sont d'origine génétique, qui sont très compliqués à prendre en charge. Il y a très peu d'outils pour ce type de patients-là et ils sont très en souffrance de ce type de calcul parce que il y a quand même une diétothérapie très spécifique que j'ai détaillée dans le livre et une hydratation très conséquente, des cibles de pH urinaire sur la journée qui sont aussi très spécifiques. Donc c'est un calcul d'origine génétique. Et les calculs d'infection urinaire. Calcul d'infection urinaire, voilà, ça aussi, ça concerne beaucoup de personnes, notamment aussi les femmes, bien sûr. Donc après, pareil, une hydratation qui soit suffisante, atteindre justement un pH urinaire qui soit un peu plus acide, parce que souvent les pH sont très alcalins pour ces patients-là. L'activité physique aussi, lutter contre les troubles digestifs. On a beaucoup de personnes qui sont constipées. Donc il y a pas mal aussi de conseils pour lutter contre la constipation, mais aussi des diarrhées qui peuvent être aussi à l'origine de colonisation bactérienne au niveau des voies urinaires. Donc on essaie de remettre un petit peu en place des conseils hygiéno-diététiques pour éviter la récidive. Alors, vous nous expliquez qu'il y a des habitudes alimentaires spécifiques qui réduisent les risques des calculs rénaux et celles qui les augmentent. On va commencer par celles qui les augmentent. Quels sont les aliments, par exemple, qui sont facteurs de calculs rénaux ? Oui, en fait, les calculs urinaires résultent d'un déséquilibre entre les forces pro-calcul et les forces anti-calcul. Les forces pro-calcul, donc les forces qui vont favoriser la création de calculs, donc on va avoir une alimentation qui est très salée. L'objectif est d'atteindre 6 à 8 grammes de sel et généralement les patients sont aux alentours de 12 voire 14 grammes de sel par jour. On va avoir une alimentation qui soit aussi contrôlée en protéines. En protéines, c'est quoi ? C'est la viande, le poisson, les œufs, le jambon blanc et les équivalents. Donc, essayer de se restreindre généralement à une portion par jour, alors que mes patients sont souvent à une portion par repas. Donc, ces aliments-là, les protéines, une fois qu'ils sont dégradés, génèrent beaucoup de déchets. Et donc, acidifient aussi le pH urinaire. Donc, on est vraiment essayer de maîtriser, de contrôler, déjà de démasquer les apports en protéines, parce qu'on ne s'en rend pas toujours compte. Ça peut être aussi des crèmes aux œufs, des crêpes à base d'œufs, etc. Donc, on multiplie les apports en protéines sur la journée. Donc, on a aussi un apport en calcium qui est inadéquat. Donc, un calcium, on en parlait tout à l'heure, qui va être mal réparti ou qui va être concentré sur un même repas ou qui va être très insuffisant. On est sur environ 800 mg à 1 gramme par jour de conseiller. Ensuite, donc les pro-calculs, on va aussi avoir une alimentation qui est très sucrée, riche en sucre d'absorption rapide et aussi riche en graisses saturées. Donc tout ça va être la force un peu pro-calcul. Et aussi, ce qu'on n'a pas aussi nommé, c'est la vitamine D.
son rôle très très important. Elle doit être dosée dans les bilans afin justement de voir si la personne est carencée en vitamine D. Si elle l'est, il faut à tout prix voir avec le médecin pour une supplémentation parce que la vitamine D intervient dans le métabolisme du calcium et si on a une carence en vitamine D, ça peut être aussi la cause d'une mauvaise gestion du calcium par l'organisme, si je peux me permettre de parler comme ça. Et donc corriger cette carence-là permet justement à l'organisme de mieux utiliser le calcium. Donc ça, c'est aussi important, la vitamine D. Donc le sucre, là pareil, vous expliquez comment faire baisser l'index glycémique des aliments. Alors ça, c'est bon pour les personnes qui ont des calculs, mais aussi pour les diabétiques. Oui, pour les diabétiques, ou même quand on veut vraiment essayer d'avoir une alimentation qui soit équilibrée. Ici, justement, quelques petits conseils, ça va être de consommer des aliments sucrés plutôt en fin de repas. Ce que je conseille à mes patients, ne vous frustrez pas, mais consommez-les pas pris isolément quelques heures après le repas. Consommez-les en fin de repas parce que le bol alimentaire, qui est quand même plutôt tendance à être salé, va tamponner l'élévation de la glycémie engendrée par le produit sucré. Et donc, du coup, on va justement corriger cet index glycémique élevé apporté par ce produit sucré-là. Est-ce que le diabète, c'est un facteur justement pour les qui augmente le risque de calculs rénaux? Tout à fait, c'est un facteur qui augmente le risque de calculs rénaux, oui. Donc, on rentre sur des personnes souvent qui sont en léger surpoids, voire obésité. Donc, on essaie de corriger ça pour retrouver un poids santé. On essaie de travailler sur l'index glycémique et la consommation de produits riches en glucides sur la journée. Oui, c'est un facteur de risque. Donc, il faut vraiment essayer quand on est diabétique, qu'on a des calculs rénaux, de bien gérer son diabète pour éviter la récidive. Ça, c'est important de le dire. Hein. Oui, tout mais à fait. Ça fait partie des facteurs de risque. Oui, agravant, oui. Et il y a le stress aussi également. Oui, le stress. J'ai mis quelques études dans le livre qui justement mettent en relation le fait qu'une personne ayant subi du stress dans l'enfance, etc., il y aurait au niveau génétique des codes différents et qui justement seraient à l'origine d'une augmentation du risque de calcul en étant adulte. Donc, c'est vrai que l'activité physique, justement, lutte aussi contre le stress au quotidien. C'est pour ça qu'on valorise vraiment ce médicament naturel avec une activité qui soit régulière, sachant que la période Covid a cassé un peu le rythme de patients qui étaient en lien avec des associations, des choses comme ça. Et puis aussi le télétravail qui nous rend encore plus sédentaires. Donc, vraiment une reprise de l'activité physique qui doit être quotidienne pour justement lutter contre cette sédentarité. Et Sandra Gressard est notre invitée, diététicienne, nutritionniste spécialisée en néphrologie. Je rappelle que vous avez créé 2 applications et vous avez une plateforme de téléconsultation également. Oui. Vous consultez des patients dans le monde entier puisque vous êtes très peu nombreux à être formés dans votre spécialité. Au Maghreb, on vous consulte beaucoup. Oui. À Dubaï, à New York, dans les pays aussi asiatiques, des personnes qui sont soignées en France et après qui sont à l'étranger et qui n'ont pas la chance d'être suivies par justement un personnel soignant qui est qualifié. Et donc, ils nous font appel, oui. Le fruit de votre expérience, on le retrouve dans votre premier livre. Vous étiez contente d'arriver au bout de ce premier livre. Oui. Bye bye calculs rénaux, le guide alimentaire indispensable pour préserver vos reins, chez Thierry Soucard. Mais c'est vrai que c'était l'aboutissement d'une pratique de 15 ans. Oui. J'avais vraiment envie, et c'était une envie prégnante qui grandissait, de pouvoir créer un livre où la nutrition serait accessible pour le patient, avec des recettes, de jolies recettes pétillantes, des menus gourmands, pratico-pratiques, et puis surtout donner l'opportunité aux patients d'avoir un outil qui lui permette de se soigner pour guérir et non récidiver, en fait. C'était surtout ça. Créer un outil qui lui permette vraiment de l'accompagner dans son quotidien pour guérir. Alors c'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de valeurs tout à l'heure, mais c'est facile à mettre en place. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas les apprendre par cœur, les valeurs. C'est des marqueurs, ce sont des marqueurs importants. Mais voilà, vous n'avez pas besoin de peser tous vos aliments. Non, c'est pour ça que c'est... De peser 6 grammes de sel par jour. Non. Grosso modo, l'alimentation de base, on apporte 2 à 3 grammes sans en ajouter. Quand on veut atteindre 6 grammes de sel dans l'alimentation, on se dit qu'un petit sachet de sel par repas, ajouté à la cuisson ou à table, permet justement d'arriver aux 6 grammes très facilement, malheureusement. Et puis surtout, à bannir tout ce qui est produits industriels, produits du commerce, sous vide, en conserve. Privilégier peut-être le surgelé, les aliments qui sont blanchis. Attention au cuisiné. Au surgelé, voilà, brut. Pas cuisiné. Pas cuisiné, oui, parce que dès qu'ils sont cuisinés, il y a un ajout de sel. Regardez aussi les étiquettes nutritionnelles. J'ai fait un chapitre dans le livre qui permet justement aux consommateurs de comprendre et de décrypter, parce que c'est quand même assez spécifique, de comprendre ce qu'il y a dans l'aliment
qui veulent acheter. Donc oui, c'est une éducation en fait pas à pas. Avant de voir quelles sont les habitudes alimentaires spécifiques qui, elles, réduisent les risques de calculs rénaux, je voudrais juste qu'on fasse un dégagement sur la vitamine D. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de la vitamine D aujourd'hui. Vous êtes très nombreux à dire que c'est important de se supplémenter s'il y a une carence. Vous la préconisez sous quelle forme, vous, dans votre pratique ? Alors, dans notre pratique, nous, on penche sur une supplémentation qui soit quotidienne sous forme de gouttes. La personne le prend aux alentours du petit déjeuner, comme ça, elle a pris sa supplémentation. Et on la trouve quand même bien efficace pour lutter contre la récidive de calcul, oui. Alors, quels sont les facteurs qui freinent la fabrication des calculs ? Alors, tout ce qui est anti-calcul. Mais déjà une alimentation qui soit végétalisée, c'est-à-dire, je dis à mes patients, consommer des crudités à chaque repas, donc des légumes crus et cuits. Ah, des crudités, vous dites-vous ? Oui, des crudités, des légumes cuits. C'est la première fois que j'entends ça, des crudités. Des crudités, aux crudités, et aussi donc en accompagnement du plat de résistance, des légumes, et aussi un dessert, en fait, un fruit. Parce que c'est le seul groupe d'aliments qui permet justement d'alcaliniser notre assiette qui est très acidifiante. On va avoir des protéines, moi je conseille donc une portion par jour, qui vont acidifier. On a des céréales, des féculents, des légumineuses qui sont aussi quand même assez acides. Et donc le légume va tamponner l'acidité de l'assiette. Ensuite, le produit laitier est aussi quand même assez acidifiant. Et donc notre fruit va tamponner l'acidité du produit laitier. Donc avoir ça à chaque repas permet justement d'avoir un pH urinaire avec un objectif atteint. Oui, vous distinguez 7 familles d'aliments et vous dites que chacune de ces familles possède un intérêt qui lui est propre. Donc il ne faut pas supprimer une famille d'aliments. Oui. C'est ça que vous dites ? Tout à fait. Je préconise une alimentation thérapeutique sans frustration parce que je veux que tout apparaisse. Donc il y a un code couleur. On a vraiment mis petit déjeuner, dîner avec chaque code couleur. Les pastilles se retrouvent pratiquement, à part le produit sucré, une pastille par jour parce que c'est à contrôler. Mais sinon, elles se retrouvent dans chaque assiette, dans chaque repas. Qu'est-ce que vous appelez les citrates ? Les citrates, donc du coup, ça va être donc, tout ce qui est magnésium, citrate, potassium, sont les minéraux qu'on retrouve dans les végétaux. Le citron, dans les jus de fruits, jus d'orange, bien sûr, pas du commerce, pressé, et on conserve la pulpe de son jus de fruits, parce que ce qu'on veut, c'est la fibre. Et donc, du coup, ça va être les éléments qui vont être anti-calcul, qu'il faut retrouver en quantité suffisante dans les urines pour lutter contre la récidive et pour lutter contre justement la cristallisation des éléments. Donc, le but, c'est d'augmenter la quantité de citrate dans ces urines. Oui, tout à fait. Avec une consommation de végétaux assez conséquente. Au niveau, après, on peut avoir des suppléments donc, au niveau médicamenteux qui peuvent être prescrits par le médecin sous forme de citrate. Mais ça, après, c'est sur prescription médicale, dans un cadre bien défini. Mais au niveau alimentaire, par l'alimentation donc, de base, les végétaux nous apportent ce type d'éléments-là. Alors concrètement, une journée pour être bien dans ses reins Tintin, ça consiste en quoi ? L'assiette, on va dire. L'assiette. Petit déjeuner, on va avoir une boisson chaude ou froide. On va avoir un produit céréalier, un petit peu de matière grasse de type beurre, confiture, miel, un produit laitier ou une part de calcium, comme on a dit tout à l'heure. Un fruit, ça peut être top. Ensuite, pour le repas du midi, on met notre portion de protéines si on le souhaite. Protéines, viande, poisson, œufs, jambon blanc. Une portion donc, de féculents, donc on va pâtes, riz, semoule, blé, tubercules, pommes de terre, panais, manioc, etc. Légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots blancs, haricots rouges. Notre portion de légumes cuits, donc haricots verts, poireaux, carottes, etc. Et en dessert, un produit laitier, donc notre source de calcium, ainsi qu'un fruit. Cuit ou cru. Je pense à vos cudités. Cuit ou cru. Et après, donc, le repas du soir va être similaire, sauf qu'on n'aura pas la portion de protéines. Et donc, on laisse une part... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le soir, c'est que végétal ? C'est-à-dire que si on n'a pas consommé notre portion de protéines le midi, on peut la consommer le soir. Si on n'a pas consommé, vice-versa. L'essentiel, c'est juste d'avoir une portion par jour. Et quand vous parlez de portions, ça fait combien à peu près ? Parce que si vous me laissez moi faire les portions, vous risquez d'être affolé. On dira, ça c'est quand même une prise en charge qui est individuelle, où on prend en compte le poids, la taille de la personne, son poids idéal, on calcule l'apport en protéines adapté. Mais grosso modo, on sera sur une centaine de grammes de protéines, soit 100 grammes de viande ou poisson, ou 2 œufs, ou 2 tranches de jambon blanc. Mais ça encore, c'est à adapter en fonction de la personne. Mais grosso modo, sur une journée, on est sur 100 grammes de viande ou poisson, ou 2 œufs, ou 2 tranches de jambon blanc. Le midi ou le soir. Donc, quand on a en fait le repas sans protéines, on augmente aisément la portion de légumes
et la portion de féculents pour compléter l'assiette. Le but, c'est pas d'avoir faim à la fin du repas, non, c'est de compléter par les autres familles d'aliments, comme il est détaillé dans le livre, pour justement avoir un repas qui soit assez copieux. Bon, c'est pas un régime restrictif, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas un régime restrictif, c'est quand même une alimentation qui est équilibrée. Vous dites que cette alimentation, elle vise à maintenir l'équilibre acido-basique de l'organisme. C'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure des aliments acides, mais les aliments acides n'ont pas forcément le goût acide. Oui, par exemple, le citron, c'est vrai que c'est acide au niveau du goût, mais c'est alcalinisant au niveau du pH urinaire. Donc c'est vrai qu'on a généralement, je sais pas, peut-être 80% de mes patients ont un pH qui est trop acide. En ce sens, je lui conseille donc de végétaliser son alimentation comme on l'a vu, des fruits et des légumes à chaque repas. Mais on a aussi par exemple le jus de citron que l'on peut donc presser dans son 1,5 litre, 2 litres, 2,5 litres d'objectif liquidien afin justement d'alcaliniser tout au long de la journée les liquides qu'on consomme. Ça permet justement d'alcaliniser en fait son pH urinaire. On peut aussi consommer un verre de Vichy ou de Ceinture qui sont des eaux très salé, donc attention, c'est un verre et c'est aussi à en discuter avec son médecin. C'est-à-dire que si on a de l'hypertension, c'est pas la bonne idée. Hein. Oui, c'est pas la bonne idée, mais à la rigueur, un verre, en fait, les ions bicarbonates vont nous apporter les bénéfices et le sel qui sera présent dans le verre va pas changer la face du monde. Au contraire, on aura les bénéfices des ions bicarbonates qui sont alcalins, en fait, alcalinisants. On recherche en fait cette alcalinité parce qu'on a un pH souvent trop acide. Les autres eaux, parce qu'on n'a pas parlé des marques tout à l'heure, mais c'est vrai que les gens se réfèrent beaucoup à des marques. Oui. On s'intéresse rarement à la composition des eaux, mais il y a quand même des éléments qui sont importants à prendre en compte. Toutes les eaux n'ont pas les mêmes propriétés. Oui, alors on a l'eau du robinet qui est quand même très consommée. L'eau du robinet, c'est vrai qu'elle peut avoir en fait une concentration en calcium qui va être différente en fonction du lieu de vie. C'est vrai qu'on peut demander à la mairie de sa ville ou de son village d'avoir l'analyse de l'eau du robinet afin de savoir si c'est une eau qui est riche en calcium ou pas. C'est vrai que ça dépend du type de sol au niveau géologique qu'elle traverse. Donc ça, c'est très dépendant de l'endroit où l'on vit. Donc l'eau du robinet, on a après les eaux telles que par exemple la Thonon, on a par exemple les eaux telles que la cristalline, les Vians, qui sont des eaux qui ont à peu près 100 mg de calcium par litre, donc des eaux qui sont faiblement riches en calcium, que l'on conseille au quotidien. Après, pour des eaux un peu plus riches et qui peuvent être justement une alternative à la portion de calcium que l'on recherche. Par exemple, une personne qui va à l'étranger, où il n'y a pas vraiment d'apport en produits laitiers, par exemple, ça m'arrive souvent, et elle va pouvoir trouver de l'eau pour compenser son apport en calcium qu'elle n'a pas. Par exemple, 33 centilitres départ équivaut à 150 mg de calcium, la part de calcium par repas que l'on recherche, ou 3/4 de litre de Vitel. Voilà, grosso modo. Après, pour les eaux qui sont plus riches, on est sur ces eaux-là, grosso modo, en complément d'apport en calcium. Qu'est-ce qu'il y a dans un calcul rénal ? C'est composé de quoi ? Alors, c'est vraiment un agrégat de cristaux. C'est un agrégat de cristaux, c'est issu de la filtration rénale. Et donc, en fait, ce calcul va migrer du rein vers la vessie. Et lors de sa migration, il va créer un obstacle dans le conduit, en fait, qui amène l'urine. Et cet obstacle va créer une distension. Et cette distension-là va être à l'origine, en fait, de douleurs brutales et violentes dans la région abdominale et lombaire. Et ce qu'on appelle la colique néphrétique, c'est cet épisode-là. Cet épisode-là de douleur aiguë liée à la migration du calcul. Parce qu'il y a des personnes qui auront des calculs qui vont rester logés et qui ne vont jamais bouger. Mais dès lors qu'en fait le calcul bouge et migre, c'est là qu'il va engendrer justement, pour certains, un obstacle au passage de l'urine et une distension des voies urinaires et donc les douleurs. Ceux qui font des coliques néphrétiques savent à quel point ça peut être douloureux. Tout à fait. On peut terminer aux urgences. Mais on termine très souvent aux urgences, tout à fait. Oui, c'est apparenté à un accouchement sans péridurale au niveau des douleurs. Donc c'est vrai que c'est quand même très... Moi, quand j'ai mes patients en consultation, on sent le traumatisme prégnant de la crise. Ils veulent plus jamais en avoir. C'est vraiment très très douloureux. On pourrait casser les calculs avec l'alimentation ? Alors c'est pour ça qu'on
Casser les calculs, on essaie de végétaliser, donc on essaie d'alcaliniser. Casser les calculs, il y a certaines méthodes au niveau des ultrasons qui nous permettent de les casser pour qu'après ils descendent parce que le calcul est trop gros et bouche en fait, il ne peut plus bouger. Donc on les casse, donc du coup on arrive à avoir des petits fragments qui permettent justement d'être évacués. L'alimentation, on peut avoir recours à des compléments alimentaires à base de citrate, des choses comme ça qui vont permettre justement de modifier un petit peu l'équilibre du pH. Mais oui, on peut tout à fait. Les patients qui font beaucoup de calculs sont amenés à surveiller le pH de leur urine en permanence? Avec des bandelettes urinaires, on leur conseille, oui. On leur conseille. Quand ils récidivent quand même beaucoup, sachant qu'on a quand même à peu près 1 à 2% d'insuffisance rénale terminale à cause de récidives de calcul, parce qu'à chaque fois qu'il y a un calcul qui passe, il fait des dommages au niveau de la muqueuse, et ça peut justement endommager le rein. C'est vrai qu'il y a quand même une épée Damoclès sur la tête en se disant je veux récidiver le moins possible. Donc oui, on préconise les petites bandelettes pour justement surveiller son pH dans la journée. Les patients le font. C'est l'éducation thérapeutique. Alors vous publiez, Sandra, Bye Bye Calculs Rénaux, le guide alimentaire indispensable pour préserver vos reins, chez Thierry Soucard, avec 50 recettes anti-calculs rénaux. 2 applications, mais une spécifiquement dédiée aux reins. Oui. Rein Bouillarapie Kiné, qui permet justement aux patients de composer ses repas. Donc, petit déjeuner, dîner, il voit où il en est de ses apports en calories, protéines, lipides, glucides, phosphore, potassium, sel et liquide. Et donc, en fait, il est coaché. Il est coaché sur la journée, il voit à l'instant T où est-ce qu'il en est, et quand il dépasse, il est justement aussi réorienté vers des articles qui lui permettent de s'améliorer. On travaille sur l'éducation thérapeutique du patient. Donc, une application qui permet, grâce à des milliers d'illustrations, j'ai plus de 2000 aliments illustrés en 3 quantités, qui permet justement au patient de ne pas à peser ce qu'il y a dans son assiette. C'est très fastidieux. Donc, il sélectionne les recettes, les aliments en images, et il compose ses repas et il voit où il en est. C'est gratuit. C'est gratuit. Bien. Et puis, vous avez donc Emma Nutrition Consulte, pour ceux qui voudraient vous voir. Parce que vous êtes en fondation à Montpellier, mais les gens viennent vous voir du monde entier. Tout à fait. Bon, c'est un plaisir de vous voir ce matin. Mais moi aussi, vous avez été top, beaucoup. Sandra. Bon. Les gens vous verront sur la vidéo. C'est pas un exercice facile. C'est pas un exercice facile pour vous, mais facile, voilà. Nous, si on devait consulter, ça serait pas des exercices faciles pour nous. Exactement, chacun son tour. Voilà. En tout cas, vous êtes sur un sujet très neuf, très très bien documenté. Votre livre s'adresse à la fois au grand public, mais aussi aux professionnels de santé qui voudraient avoir plus d'informations sur cette alimentation anti-calculs rénaux. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Vous verrez la vidéo sur YouTube. Merci d'avoir été avec nous et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.